troisième et dernière partie de Place aux idées. Merci d'être avec nous sur CNews. Cette semaine, Gilles Mastier, vous recevez Sabine Procoris, auteure de Le Mirage MeToo. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir. Bonsoir Sabine Procoris, vous êtes philosophe et psychanalyste et vous avez signé cet ouvrage, Le Mirage MeToo, paru à la rentrée, où vous analysez la révolution MeToo qui est arrivée il y a maintenant déjà 5 ans. 4 ans, pardon, mais je suis un peu rapide. 4 ans et qui a bouleversé évidemment le féminisme occidental. Alors on a eu le MeToo du cinéma, hein, ça a commencé comme ça, puis le MeToo de l'opéra récemment, on a eu le MeToo de l'église, même avec les abus sexuels dans l'église. Et cette semaine, on a assisté à un dernier MeToo, le MeToo de la politique, avec la révélation de ces témoignages de femmes qui ont subi agression et harcèlement sexuel de la part de Nicolas Hulot. Les faits sont, dans la plupart du temps, sont prescrits. Mais la question que je voulais vous poser, Sabine Procoris, c'est est-ce quand vous analysez ce phénomène de MeToo politique et cette affaire Nicolas Hulot, est-ce qu'il faut y voir finalement une forme d'aspect positif, une libération de la parole qui est tout de même assez salutaire? Ah non, je ne dirais certainement pas ça. Je pense qu'il y a un agenda très précis du mouvement MeToo qui se révèle absolument clairement dans les dernières semaines, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a précédé une semaine plus tôt, c'est MeToo Média, qui a relancé l'affaire PPDA. Paraissait la même semaine un livre de la journaliste de Mediapart, Marine Turki, intitulé Faute de preuves, qui s'est illustré notamment dans l'affaire Enel, qui a lancé le MeToo cinéma, qui a donné ce tournant au mouvement MeToo en France. Et une semaine plus tard, MeToo politique, une tribune dans Le Monde initiée entre autres par Alice Coffin, pour écarter de la vie politique et de toute fonction élective les auteurs, disent les personnes, les signataires de la tribune, de violences sexistes et sexuelles. Déjà en mettant dans le même sac violences sexistes et violences sexuelles, ce qui pose un problème. Les auteurs, qui sont ces auteurs? Ce sont simplement des mis en cause. Mis en cause, donc ça veut dire qu'une accusation vaut culpabilité des mis en cause, ce qui est déjà un grand problème. Alors, quant à l'affaire Nicolas Hulot, bien entendu que, d'abord, je ne parlerai pas de révélation, je parlerai d'accusation. Le reportage de Envoyé spécial était fait d'un certain nombre d'accusations de femmes qui, tout d'un coup, 30 ans après les faits, viennent vous raconter un certain nombre d'agressions, voire de viols dont elles auraient été victimes. Donc, ce sont pour l'instant... Alors, c'est juste sur un plateau de télévision, ça, et ça ne vient pas n'importe quand. C'est à un moment, il y a un agenda politique. C'est un moment où les signataires de MeToo politiques disent « on veut peser sur la présidentielle ». Mais Nicolas Hulot n'a plus de responsabilité politique. Certes, c'est plus un homme politique, Nicolas Hulot. Néanmoins, c'est une figure qui a l'avantage, comme tête au bout d'une pique, si vous voulez, de condenser à la fois MeToo Média, puisque c'était une figure importante, une star des médias, et ça était un homme politique. Donc, si vous voulez, je pense que c'était une cible, si vous voulez, idéale. Alors, ce qui me frappe, moi, dans ces paroles de femmes, dans cette prétendue libération de la parole, dont je dirais plutôt qu'elle ressemble plutôt à un enrégimentement de la parole, parce que ce qui me frappe, je ne peux pas me prononcer naturellement, je n'ai pas qualité pour le faire, sur la véracité ou non de ces accusations. Je dis toujours accusation, pas témoignage, dans un sens précis, témoignage. Ce qui me frappe, c'est le caractère extraordinairement, si vous voulez, stéréotypé des prises de parole, avec dedans un certain nombre de choses qui sont un peu étonnantes, qui ressemblent à des répliques de séries télévision, excusez-moi. Donc je ne me prononce pas sur la véracité, mais je me prononce sur la forme que ça prend. Et cette forme, elle est faite pour, au fond, emporter l'adhésion du public. Et quant à la question de la prescription, maintenant il est possible de faire ouvrir une enquête par le procureur, qui n'est pas un juge d'instruction, à la suite de telles allégations. Vous dites qu'il n'y a pas eu seulement des dérives, comme on peut entendre parfois. Bien sûr. Moi, j'ai fait tout un livre là-dessus en expliquant qu'il y avait des dérives de MeToo. Mais vous dites que c'est un mouvement structurellement vicié. Pourquoi structurellement vicié? Pour une raison tout à fait... Enfin, je me suis posé cette question, si vous voulez, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais assez embarrassée et perplexe devant ce mouvement, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ça a commencé, en tout cas en France, avec Balance ton porc, qui déjà
vraiment, il y a l'idée de purger le mal. Et en plus, Balance ton porc, avec Sandra Muller, qui explique qu'elle est tombée dans une faille spatio-temporelle à cause d'une phrase graveleuse prononcée par Éric Brion. Mais vous savez qu'elle a été prononcée, cette phrase, 5 ans auparavant. Oui. Et elle est tombée dans une phase spatio-temporelle. Moi, faille spatio-temporelle, je le traduirais en bon français par opportunisme. Parce que ça tombait formidablement bien, le lendemain de l'affaire Weinstein, de lancer ce mouvement. Mais avec l'histoire de Balance ton porc, on a déjà l'idée qu'il y a quelque chose de sale qu'il faut expurger. Et quant à MeToo, certes, on ne dénonce pas nommément des gens, mais c'est presque pire à la limite, parce que tout homme devient un suspect potentiel. Parce que moi aussi, j'ai subi ça, ça, ça et ça. Alors, j'ai été embarrassée. Pourquoi j'étais embarrassée? Parce que la bonne nouvelle, si vous voulez, tout de même, avec MeToo, et je l'ai toujours reconnu, c'est que, ça remettait la question féministe sur la table, qui avait été quand même, pendant un certain nombre d'années, squeezée, on va dire. Et puis, évidemment, que ça mettait le doigt sur des questions tout à fait sérieuses. C'est-à-dire celle des violences faites aux femmes, sauf que là, on mélange absolument beaucoup de choses sur un même registre qui sont de nature très différente, voyez. Bon, alors je me suis dit, mais pourquoi je me sens si embarrassée? J'ai été très, très troublée, je dois dire, en voyant l'extraordinaire violence des réactions de femmes, de MeToo féministes, à la tribune, dite tribune de Neuf, parue dans Le Monde, qui, quelles aient pu être ses maladresses, eh bien, donnaient une autre voix. Mais elles se sont vraiment fait... Catherine Deneuve, qui a signé le manifeste des 343, ce qui était autrement plus courageux, à l'époque on risquait la prison, que de cliquer moi aussi, elle s'est fait traiter, mais vous n'imaginez pas comment. Alors pourquoi? Donc moi, mon idée, c'était d'essayer de comprendre, si vous voulez, les logiques de MeToo. Et je me suis rendu compte, en travaillant, je l'ai expliqué, je l'ai analysé très précisément dans mon livre, que ces logiques étaient justement, vous parliez du wokisme tout à l'heure, de la cancel culture et de la déconstruction, étaient animées par ces théories de la déconstruction, c'est-à-dire au nom desquelles, si vous voulez, ce qui compte, ce sont les récits. C'est pas la réalité sur laquelle on peut construire différents récits, différentes versions. Ce sont les récits eux-mêmes qui auraient une force performative, et il faudrait substituer à l'ancien récit phallogocentrique, comme ils disent, c'est-à-dire le mâle blanc occidental, etc., un nouveau récit féministe qui s'appuie sur la vérité qui sort de la bouche des victimes, la situation de victime constituant une identité. Mais justement, j'ai trouvé intéressant dans votre livre, parce que vous êtes psychanalyste, la manière dont vous décrivez parfois les effets pervers parfois du mouvement MeToo et du grand déballage victimaire, qui, je pense, peut avoir des effets positifs, mais aussi, vous dites, des effets pervers dans le sens où il enferme beaucoup de femmes dans un statut de victime. Alors ça, c'est un des effets pervers, comme vous dites, mais c'est pas ça. Alors ça ne concerne pas seulement la question du féminisme, ça concerne aussi la question du racisme, avec la notion, voilà, un de ces kits de propagande, un de ces mots qui réduisent le langage racisé. C'est-à-dire, en réalité, il est question de faire de ça victimitude, si je puis dire, une sorte d'étendard, de bannière, et par conséquent, on doit, au fond, la brandir et rester ad vitam aeternam une victime, et à partir de là, culpabiliser le monde entier. C'est le psychanalyste Sander Ferenczi, qui évoquait, lui qui s'est beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur la question des abus sur les enfants, il parlait du terrorisme de la souffrance. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire il s'agit de fermer la bouche à toute opposition. Et ça devient, du coup, ça prend un statut quasiment religieux, c'est-à-dire tout questionnement sur MeToo fonctionne en fait comme un blasphème. Alors avec tout ce que ça suppose aussi sur le fait que l'état de droit passe tout à fait au second plan. Ce qui est important, c'est cette espèce de pseudo-morale qui va expurger, éradiquer le mal et le malheur de la société. Justement, vous avez été une militante féministe dans les années... Je suis toujours. Enfin, je n'ai pas été une militante, mais j'étais effectivement... Qu'est-ce qui, selon vous, distingue fondamentalement le néo-féminisme du féminisme classique, old school, comme dit Samantha Geimer? Le rapport à la question de l'universalisme. Puisque pour quelqu'un comme Simone de Beauvoir, par exemple, bon, vous me direz que dans les années 70, il y avait aussi un versant tout à fait essentialiste du féminisme, mais qui était quand même universaliste au sens où, pour le féminisme de cette époque, et même avant, ça n'est pas né non plus dans les années 70, Hollande de Gouges, c'est quand même au moment de la Révolution. Ce féminisme-là considère que toute femme, que les sociétés, effectivement, dans les sociétés, les femmes sont
discriminées, opprimées au nom du fait qu'elles sont des femmes. Et ce féminisme universaliste considère, c'est ça le sens du mot universalisme, en ce sens-là, considère que où que ce soit sur la planète, dans n'importe quelle société, les femmes, par exemple en Afghanistan aujourd'hui, sont fondées à se révolter contre l'oppression dont elles font l'objet. Alors, le féminisme new look, là, si on peut dire, qui me semble presque un fake féminisme, considère au contraire que cet universalisme est un provincialisme occidental. Pour citer Judith Butler, qui il y a 20 ans écrivait sans sourciller que les femmes afghanes qui refusaient sous les premiers régimes talibans de porter la burqa étaient des complices du préjugé culturel occidental. Donc ce féminisme contemporain néo-féministe, disons, eh bien, refusant l'universalisme, il considère que les femmes qui ne sont pas le féminisme qui n'est pas pris dans l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire dans l'alliance avec des minorités dont vous parliez tout à l'heure, est un faux féminisme. On le voit sur l'affaire Mila, on le voit aujourd'hui dans les pancartes de nous toutes de la manifestation. Pas un mot sur Nadia Mourad, l'esclave sexuelle yézidi, prix Nobel de la paix en 2018, qui a été cancellisé des clubs de lecture en Ontario parce que lire son livre, son témoignage de femme esclave sexuelle chez Daesh, risquait de rendre islamophobe. Pour moi, ça, c'est un féminisme qu'on peut questionner tout de même. Tout à fait. Et est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que la France résiste quand même un peu plus qu'ailleurs au mitouisme ? Je pense qu'on veut se raconter ça, mais je n'y crois pas. Quand on voit la manière dont les médias... Nicolas Hulot a parlé de chaîne de sévices publics et je pense que c'était une assez bonne définition, en tout cas d'un certain type de médias, si vous voulez, mais pas seulement. Quand vous voyez une grande partie des médias qui emboîtent le pas sans aucun recul critique à ces slogans qui réduisent en effet le vocabulaire à un kit idéologique de propagande. Quand vous voyez un certain nombre de décisions judiciaires que j'ai pu regarder de près, où vous voyez comment l'institution judiciaire est infiltrée, gangrénée par cela, la décision d'appel de Georges Tron est extraordinaire. Alors là, il a fait un pourvoi en cassation, la décision sera rendue la semaine prochaine, on verra. Et quand vous voyez certains juges, certains magistrats intégrer l'idéologie des militantes, des activistes plus exactement, vous vous dites que l'institution étant à ce point, et le président de la République, reprendre une victime, on vous croit, Dupond-Moretti entièrement à retourner sa veste et maintenant nous explique, il a dit, on a essayé de bien donner la parole aux victimes. Il emploie le mot victime et non même pas plaignante. Donc il y a quelque chose qui gangrène, quand ça gangrène l'institution à ce point, et ça pénètre aussi de manière totalement non métabolisée. J'ai l'impression parfois, en écoutant certaines personnes dans les cures, si vous voulez, qu'il y a une sorte de ventriloquie de MeToo qui, effectivement, alors avec des effets de paranoïa sexuelle assez inquiétants pour l'avenir. Et c'est la fin de cette émission. Merci Sabine Procoris, merci Eugénie Bastier et Gabriel Cluzel. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Restez bien sur CNews, l'info se poursuit.